J'ai maintenant le plaisir de recevoir Patrick Amiel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et fondateur et CEO de 321 Funded, qui a été une sorte de start-up studio destiné à aider les grandes entreprises à lancer de nouveaux relais de croissance. D'abord, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez, vous avez lancé ça il y a à peu près 4 ans. Quel est le constat de départ qui vous pousse là-dedans ? Le point de départ, je reviens juste avant, donc j'ai un background entrepreneurial. J'avais cofondé une boîte pendant 12 ans, une marketplace, qu'on a développée avec mes associés. Donc j'aime faire, avoir les mains dans le cambouis et on a eu la chance que ça marche plutôt pas mal à la fin. Donc ça c'est le passé, et donc suite à ça je savais pas trop quoi faire, et une personne m'a demandé d'intervenir à l'INSEAD en exécutif programme pour expliquer ce parcours entrepreneurial. Et à chaque fois on avait les boards de L'Oréal, Danone et autres, des grands groupes. Et à la fin de mon petit speech, je racontais mon aventure, tout le monde venait me voir en me disant comment vous pouvez nous aider sur le digital. J'avais pas envie de monter une agence, j'avais pas envie de monter un cabinet de conseil. Oui. Donc là, je n'avais pas de proposition de valeur très, très forte à ce moment-là. Et de fil en aiguille, à un moment, je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est créer. L'exécution, c'est ma zone de confort avec quelques personnes autour de moi. Eux ont des assets en or, tous ces grands groupes. Ils ont une marque de dingue, ils ont des clients de dingue, ils ont des expertises, ils ont des talents au sein de l'entreprise. Et comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à créer, à exécuter des choses sur les sujets digitaux. Et donc j'aurais proposé tout simplement de s'associer pour monter des boîtes ensemble. Donc le point de départ, c'était plutôt ce constat que tous ces grands groupes qui ont des talents en or, des atouts en or, n'arrivaient pas à capitaliser dessus. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Comment, quand on dit aujourd'hui à tout bout de champ, la richesse, c'est les talents dans l'entreprise, on entend quand même beaucoup parler d'intrapreneuriat. Et vous avez l'air de dire, en fait, ça marche pas, quoi. L'intrapreneuriat, ça dépend quel est l'objectif. Si c'est de débrider un peu la créativité en interne, ça peut marcher. Si c'est de monter des boîtes, en général, il faut que ce soit des entrepreneurs. Et quand c'est des intrapreneurs, donc qui essaient de bouger les murs, en gros, d'une grande compagnie, mais si on ne change pas l'environnement dans lequel ils sont, les process, les cycles de décision, la gouvernance, on a beau être aussi entrepreneur qu'on puisse être, on risque d'être étouffé assez rapidement. C'est quoi ? C'est parce qu'il y a une force d'inertie à l'intérieur de ces boîtes-là ? Oui, quand on est entrepreneur, il faut être capable d'aller dans le désert et de trouver la lumière. Donc ça passe par errer, ça passe par ne pas trop savoir, ça se passe par beaucoup d'échecs. Et dans ces entreprises, il faut que tout soit bordé, qu'on ait un plan à 5 ans, que tout le BP soit nickel, et que dès que ça dévie, c'est des zones d'inquiétude. C'est complètement antinomique avec un parcours entrepreneurial. Donc il faut créer une zone ad hoc qui permet à ces intrapreneurs ou autres formes d'entrepreneuriat d'avoir un espace de liberté de navigation pour s'affranchir des règles de la maison mère. Et elles sont prêtes à l'accepter, ça, les maisons mères ? Au début, non, dans notre aventure. Mais de fil en aiguille, aujourd'hui, c'est incroyable parce que là, on bosse avec une bonne partie soit de gros ETI ou de boîtes du CAC 40. Et c'est elles qui viennent nous voir avec en général un constat qui est... alors, soit c'est une logique offensive ou défensive. Dans le sens où ils se disent, soit on a vu qu'il y a une boîte, une start-up qui commence à très très bien se développer sur un de nos secteurs d'activité, qu'est-ce qu'on fait pour se défendre ? Soit, ça pourrait être le rachat. Ça pourrait être le rachat, ça c'est du M&A classique. Si la boîte toute boîte est à vendre avec un beau multiple, mais c'est ça. Donc là les valos sont un peu à la baisse, donc ça peut redevenir un peu l'actualité. Soit c'est plutôt on a un truc en or dans l'entreprise et on pense qu'on peut adresser un marché où on a une expertise qu'on pourrait commercialiser autrement. Et donc ça, c'est en général, c'est le point de départ. Mais une fois qu'ils ont ça, la capacité de faire, donc option 1, c'est de dire, OK, on a fait ce constat, donc on fait en interne. Donc on prend 15 personnes en interne et on leur dit, les gars, intrapreneuriat ou juste gestion de projet, faites-le. Moi, ce que je constate, c'est que l'output de ça, sans être... polémique du tout, c'est qu'en général, ça met 2 ans à avancer et donc il y a un problème de tempo par rapport au marché qui évolue. Là, tout d'un coup, on sort quelque chose, mais avec beaucoup trop d'inertie. Le marché a évolué entre-temps et c'est plus adapté. Exactement. Option 2, allô, cabinet de conseil. Ouais. Voilà, il faut travailler là-dessus. Donc là, ça coûte ce que ça coûte. Et on a beaucoup d'analyses de slides, mais on n'a pas une capacité d'exécution. D'accord. Et dernière option, en général avec l'agence marketing, on essaie de faire quelque chose, mais dans ce cas-là, on a une appli ou un site web, mais on n'a pas un business. Et donc, nous, le constat, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver
une façon d'opérer où on va apporter des entrepreneurs avec une méthode qui permet d'être compatible avec des grandes entreprises pour bosser ensemble et créer quelque chose. Par contre, si on fait venir des entrepreneurs un peu outstanding et de talent, ils ne voudront pas être salariés. Ils vous auront partagé la valeur et ils voudront se sentir associés capitalistiquement. Ça veut dire que, si je comprends bien, vous avez, vous, un vivier d'entrepreneurs que vous essayez de faire matcher avec la culture, le projet du grand groupe et qu'ensuite, il faut que la mayonnaise prenne, quoi. Alors, on ne le prend pas comme ça. C'est ces composantes, mais avec une recette un peu différente. Alors, allez-y. Nous, le point de départ, c'est quand on discute avec des ETI ou boîtes du CAC 40, si on se dit, on se donne 2 mois d'études d'opportunité, on analyse un sujet, qui est en général un pain qui vient avec un sujet, et pendant 2 mois, on le torture. Alors, on le torture de 2 façons. Un peu comme un cabinet de conseil, analyse d'opportunité, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. Mais 2, comme on est entrepreneur, on passe énormément de temps sur ce qu'on appelle le go-to-market, donc c'est la façon dont on va vendre cette chose. Donc on va discuter avec des clients, on va discuter avec des partenaires, on met un petit peu en ligne, on voit si ça mord, et tout ça en 2 mois. Donc il y a un boulot très analytique et très opérationnel, où on va discuter avec l'écosystème des copains entrepreneurs qui sont dans le secteur en disant est-ce que ce truc-là t'y crois, c'est quoi les trucs importants à savoir. Donc dans ces cas-là, on est pré-opéré au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, C'est extrêmement rapide. Oui. Et on a aujourd'hui une méthodologie assez incroyable et une équipe que j'adore. Et on fait franchement, aujourd'hui, on se régale. Et même ces 2 mois-là, dans la coopération avec ces boîtes-là, ils sont assez bluffés parce que franchement, on a une façon d'aborder les sujets complètement différente. On les nourrit énormément sur tout ce qui se fait, pas qu'en France, mais en général, on analyse plus de 400 boîtes dans le secteur, dans le monde, pour arriver à comprendre exactement les petits tricks qui font que soit il n'y a que des red flags, soit au contraire, il y a une opportunité. Et au bout de 2 mois, ensemble, on se remet autour de la table avec nos interlocuteurs qui sont côté corpo, et on se dit, au regard de l'analyse qu'on partage avec eux, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Si oui, par exemple, on va adresser tel marché dans les legal tech, le besoin de financement est on l'a estimé dans cette phase-là, est d'1,5 million. On a l'équipe, on a le go-to-market, on sait exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Et là, on prend une décision d'y aller ou pas. Et dans combien de pourcentage des cas on y va? Alors, en gros, il y a 1 tiers, on n'y va pas, et 2 tiers, on y va, sachant que quand on y va, le point de départ est rarement celui au terme des 2 mois sur lequel on est parti. Oui, j'imagine, mais ça, comme dans toute aventure entrepreneuriale, je crois qu'il y a toujours... On essaie de trouver là où il y a la lumière et quelque chose auquel on croit fondamentalement et qu'on aurait dérisqué au maximum. Alors ensuite, c'est quoi le process? C'est-à-dire, on crée une nouvelle boîte? Alors, étape 1, 2 mois, étude d'opportunité, go, no go. Ouais. Étape 2, c'est là où je reviens sur ce qu'on se disait ensemble il y a quelques minutes. On n'a pas le temps d'attendre de trouver le bon CEO de la boîte. Ouais. Parce que soit on va le trouver vite et on va le trouver mal, soit on a un énorme coup de chance, soit on se laisse le temps de trouver la bonne personne. Donc nous, on a chez nous des CEO par intérim, qui sont dans nos équipes, qu'on appelle des venture builders dans notre jargon, qui sont des personnes qui du jour au lendemain, quand on dit qu'on prend un sujet, ils le prennent et ils font 3 choses. Ils réunissent autour d'eux une équipe d'entrepreneurs et marketing, sales, tech et tout le reste. 2, ils mettent en ligne une V1 au bout de 2-3 mois, quoi qu'il arrive. Et dès que cette V1 est en ligne, ils vont chercher les premiers clients. Et là, on n'est plus dans la théorie, on a déjà amorcé la pompe. Donc ça, c'est pour coller au tempo du marché et aller vite. Et on a initié un dual track, dès ce go, no go, où on a commencé à aller chercher les fondateurs qui, eux, vont entrer au capital. Et le CEO par intérim va passer la main à cette équipe qui va rentrer au capital pour 3, 5, 7 ans, qui va être ensuite le fondateur associé à cette entreprise. Mais le grand groupe a quand même donc des parts dans cette nouvelle structure. Ouais. C'est ça. Ouais. Et comment se fait l'intégration, la collaboration, la coexistence, je ne sais pas comment vous l'appelez? Alors, déjà, dans le capital sont présents 3 profils de la boîte. Le corporate, parce qu'il aura financé le tour de seed. Ouais. Les entrepreneurs qu'on est allé chercher. Et nous, 3D Fondi, le studio, également dans le capital. Et on a 2 formules, 2 structurations de la table de capitalisation. Soit l'activité est très proche du corporate, et là on est extrêmement lucide. À part le corpo, personne ne rachètera cette activité-là.
Donc en gros, le corpo est majoritaire à la création et peut actionner des droits pour acquérir 100% du capital. Soit, dès le début, on s'est dit, c'est pas suffisamment stratégique et cette boîte doit adresser un marché mondial, doit aller se financer sur le marché. Et donc, on a anticipé la question qui est, on va devoir aller chercher une série A auprès de fonds d'investissement. Donc, le corpo est Minot. D'accord. Sont majoritaires les fondateurs et on est toujours dedans. D'accord. Okay. Est-ce que vous auriez un exemple de ce que vous avez fait que vous pourriez nous partager ? Oui. Alors, on en a quelques-unes qu'on a lancées. On a lancé, je crois que vous avez évoqué la famille Mullier juste avant. Ouais. Donc, on a développé avec VIAID, qui est leur structure d'investissement dans le sujet de la mobilité. On a créé Chango Market, qui est une marketplace sur la mobilité électrique. Leur constat de départ, c'était de se dire, si on regarde les chiffres, les Français vont basculer massivement en mobilité électrique. On met de côté la voiture, on prend de tous les autres, de la trottinette, au scooter, au vélo électrique. Comment vous faites pour choisir ? Aujourd'hui, c'est illisible, le marché est illisible. Donc, on a créé une marketplace qui aide les Français à choisir, à trouver le bon device, le bon véhicule. D'accord. Ça, c'est un exemple. Une deuxième avec le PMU. Oui. Donc là, dans le Alors Web3. Celle-là, je l'ai vue. L'autre, je la connaissais pas, mais celle-là, je l'ai vue. Vous pouvez la raconter, celle-là. Ouais, celle-là, c'est assez sympa, mais le PMU est quand même c'est un GIE, l'État est actionnaire, c'est un monopole sur les paris sportifs hippiques. C'est une petite PME qui fait, je crois, à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour à peu près plus de 800 millions d'habitants. Donc, belle boîte quand même. Belle boîte. Et ils se sont dit, dans d'autres domaines d'activité, type Sora avec le foot, tout à fait. Ils ont créé un espace de jeu autour du foot qui peut-être deviendra un jour, parce que c'est pas autorisé aujourd'hui, une forme de pari. Ouais, c'est pas encore effectivement légal. Exactement. Mais si quelqu'un un jour dans le pari hippique devient le leader de cette communauté et la monétise peut-être le jour où ça le deviendra. C'est dommage de laisser entrer le loup dans la bergerie et ça doit être le PMU qui doit être le leader mondial du pari hippique sur le Web3. Alors pas du pari en temps 1, mais de la dimension gaming. Donc ce n'est qu'un fantasy game pour l'instant qu'on a lancé qui s'appelle Stables. Et, avec des doubles NFT des chevaux, c'est ça ? Exactement, et c'est indexé sur donc vous pouvez acquérir via un NFT. C'est juste un moyen, le NFT, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez acquérir des droits sur un cheval et sa performance va dépendre de ses courses réelles. Incroyable. Ouais, et franchement, le lancement est incroyable. Alors moi, j'ai découvert, je suis un petit peu un vieux de la vieille du Web 1 et donc le Web 3, et je freine des cas de fer parce que j'ai vu tellement des phénomènes de mode qu'on y va, mais on fait attention. L'engouement de la communauté, la façon dont on crée une activité Web 3 n'a rien à voir avec une activité d'avant. Ça se co-crée avec une communauté. Sur les Discord, sur autres. Et donc là, on est en train de créer ce fantasy game avec la communauté et c'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Patrick Amiel, je rappelle que vous êtes le fondateur et CEO de 321 Funded. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez la retrouver en podcast et sur vos plateformes et en replay sur le site internet de Bismart, bismart.fr. La semaine prochaine, nous serons en best-of toute la semaine sur Bismart, l'émission, en raison des vacances, évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions, de nouveaux entrepreneurs à découvrir. Passez un très bon week-end sur Bismart.